Bien, on va commencer notre séance. C'est un sujet qui manifestement intéresse. Ce soir, nous recevons Fabrice Roussel, que nous connaissons bien au Conseil de développement, puisqu'il est premier vice-président de Nantes Métropole, chargé entre autres du dialogue citoyen. Il répond volontiers à nos invitations et c'est un signe de la qualité de la relation que nous entretenons avec lui. Il vient ce soir au titre du pôle métropolitain Loire-Bretagne, structure qui regroupe les agglomérations de Nantes, Saint-Nazaire, Rennes, Angers et Brest. C'est un objet assez récent, dont l'objectif est d'affirmer le rayonnement d'un vaste territoire qu'on a coutume d'appeler le Grand Ouest. Nous connaissons déjà le pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire, dont le périmètre est celui du SCOT, et nous avons d'ailleurs reçu son directeur il y a peu. Il s'agit donc d'un second pôle métropolitain, dont Fabrice Roussel va nous présenter ce soir les enjeux. Il est accompagné pour cela de Claire Godin, déléguée générale du pôle. Je les remercie tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Quelques membres du Conseil ont déjà écrit sur la thématique de ce soir et se sont interrogés sur la multiplication des structures, sur leur périmètre et aussi sur leurs moyens. C'est un sujet complexe qui mérite d'être abordé sereinement. C'est ce que nous allons essayer de faire ce soir. En fait, les questions qu'on peut se poser sont les suivantes. Quels sont les liens entre ces grandes agglomérations? Quelles sont les coopérations possibles? Quelle est la perception des habitants de ces différentes échelles? Est-ce qu'il y a une solidarité entre les territoires ou sont-ils au contraire en compétition, parfois très dure, malgré les discours contraires? Quelles sont les actions concrètes qui peuvent être mises en place dans le cadre de ce pôle? Nous avons besoin de comprendre les logiques territoriales qui sont à l'œuvre et c'est ce que nous attendons de votre intervention. Encore une fois, merci à vous et je vous passe tout de suite le micro. Merci Philippe. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et puis permettez-moi, évidemment, encore en ce début d'année, de vous souhaiter une excellente année 2015, non plus que je n'ai pas pu être présent à la cérémonie des vœux. Et je tiens à m'en excuser. Alors, le pôle métropolitain Loire-Bretagne, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette entente, ce travail commun au niveau des 5 agglomérations du Grand Ouest, que sont évidemment Nantes, Rennes, Saint-Nazaire, Angers et Brest? Eh bien, c'est tout simplement, tout d'abord, l'idée, puisque ça a été évoqué dans tes questions, l'idée de ne pas être en compétition les unes et les autres. Et donc, tout d'abord, de coopérer. Alors, coopérer, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes dans le Grand Ouest, nous sommes à l'ouest de la France, à l'ouest de l'Europe, et nous avons appris que pour être visible, pour pouvoir peser, pour pouvoir être dans des dynamiques, il fallait se rassembler. Et donc c'est bien ce rassemblement qui est en jeu avec ce pôle métropolitain Loire-Bretagne, sur des éléments stratégiques que je vais développer, et pas forcément sur la mise en place d'outils opérationnels. Ça a été évoqué. Il y a un travail qui est fait avec les 6 intercommunalités entre Nantes et Saint-Nazaire. Là, on est plutôt dans l'opérationnel, sur l'aménagement du territoire, sur le développement économique, sur certains éléments de politique de déplacement. Là, il s'agit d'être dans la stratégie et donc de porter seulement quelques priorités qui nous paraissent indispensables à la dynamique et à l'attractivité du territoire. Donc c'est bien ça, l'enjeu est attractif, est dynamique, peser à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale, se dire simplement que seuls nous ne pouvons pas tout faire et donc nous avons besoin d'être ensemble, d'être assemblés. Cette collaboration, elle est à la fois, elle commence à être ancienne puisque les premières collaborations qui s'inscrivent dans ce qui pourrait être un projet métropolitain datent aujourd'hui de près de 25 ans. Ce sont des initiatives qui ont été prises notamment par Nantes et Rennes, mais ça a été aussi une volonté de l'État avec la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et aussi à l'attractivité régionale
de faire en sorte qu'émergent des projets métropolitains pour, là aussi, rendre les territoires plus dynamiques. Et donc, ça a été notamment l'appel à projet, à coopération métropolitaine, qui avait été lancé par la DATAR, maintenant, il y a un peu plus de 10 ans. Et finalement, durant ces 10 dernières années, nous avons commencé à mieux nous connaître, à mieux travailler ensemble. Et finalement, avec la loi de 2010, nous avons souhaité créer ce pôle métropolitain Loire-Bretagne, centré autour de 5 priorités. Je l'ai dit, c'est un outil qui doit nous permettre de développer des stratégies. Donc, il faut évidemment prioriser nos coopérations, et nous l'avons fait sur 5 sujets. Le développement économique et l'innovation. Comment, évidemment, nous pouvons être un territoire qui accueille des entreprises, donc de l'emploi, et comment nous pouvons faire en sorte que nos entreprises qui sont sur notre territoire, là aussi, coopèrent, travaillent ensemble et finalement développent une capacité d'innovation. Ça a été ensuite l'enseignement supérieur et la recherche, et c'est un grand sujet d'actualité, j'y reviendrai dans quelques instants. Ça a été ensuite l'accessibilité du territoire, comment ce territoire situé à l'ouest de la France améliore son accessibilité, à la fois avec les liaisons nationales, mais aussi les liaisons internationales. C'est aussi la question du développement maritime, puisque nous sommes la façade atlantique, et notamment Brest et Saint-Nazaire sont particulièrement concernés par ce sujet. Et puis c'est enfin la question de la culture, du tourisme. Le tourisme est aussi un élément d'attractivité. On le voit bien ici à Nantes depuis quelques années avec toute la stratégie autour du voyage à Nantes. Et donc c'est aussi un élément d'attractivité important. Donc 5 sujets qui sont évidemment dans notre cahier de travail depuis la création du pôle métropolitain Loire-Bretagne. Alors, si on s'est aussi rassemblés, c'est que, évidemment, dans le Grand Ouest, nous pesons. Et tout d'abord, je tiens à rappeler que le pôle métropolitain Loire-Bretagne, ce sont 3 métropoles, Nantes, Rennes et Brest, avec évidemment la nouvelle loi sur les métropoles qui est en œuvre à partir de cette année, et puis 2 agglomérations que sont Angers et Saint-Nazaire. Tout cela pèse 1 600 000 habitants, donc c'est forcément un poids démographique qui est important. C'est aussi plus de 850 000 emplois, d'où l'importance de travailler sur la question du développement économique, et plus de 170 000 étudiants, ce qui donne toute sa pertinence à travailler sur l'enseignement supérieur et la recherche. Après, on pourrait nous dire, finalement, c'est bien beau, vous travaillez ensemble, mais est-ce qu'il y a déjà une concrétisation de la relation entre les agglomérations? Est-ce qu'il y a déjà, finalement, des bassins de vie qui existent, des relations qui existent entre ces agglomérations? On voit à travers toutes les études qu'on peut mener que les échanges entre nos agglomérations se développent. Que ce soit à travers ce qui vous est présenté ici, à travers les actifs qui aujourd'hui travaillent dans une agglomération mais habitent dans une autre. Et donc on voit qu'aujourd'hui, c'est les déplacements entre agglomérations continuent de se développer. Je crois que c'est marqué, plus de 50% depuis 1999. Vous le savez, c'est particulièrement vrai entre Nantes et Rennes, notamment. C'est aussi plus de 40 000 personnes qui ont déménagé d'une aire urbaine à une autre entre 2003 et 2008. Donc on voit bien que là, il y a toute une population aujourd'hui qui habitait dans une agglomération il y a quelques années et qui habite dans une autre, ce qui renforce aussi évidemment ce sentiment d'appartenir à un territoire plus large, et puis aussi des salariés qui de plus en plus dépendent de sièges, travaillent dans une agglomération, mais dans une entreprise, et dont le siège est aujourd'hui dans une autre agglomération. Donc on voit bien que de plus en plus, les liens
que ce soit pour les questions d'habitation, de travail, se développe entre les différentes agglomérations. Donc, il y a bien une réalité d'interaction entre les territoires. Et il y a aussi un élément qui est important, et que je tiens à souligner, c'est évidemment l'interaction entre les agglomérations et le reste du territoire. Évidemment, les agglomérations ne sont pas enfermées avec des frontières, elles ont des interactions, et là aussi, à travers certains chiffres, on voit que les agglomérations, les aires urbaines, ont des liens, ont des contacts, et tout cela continue de se développer. Et on pense que dans les prochaines années, évidemment, ces liens vont continuer de se développer, ces interactions vont continuer de se développer. D'où la nécessité de travailler sur les objectifs que nous nous sommes fixés. Mais au-delà de ces chiffres, ce qui me paraît aussi important à noter, c'est que nous avons toujours, encore plus, la nécessité de nous mettre en réseau. Pourquoi se mettre en réseau ? À la rigueur, on pourrait penser que Nantes, la métropole nantaise par exemple, est la locomotive du Grand Ouest. Et pourquoi elle aurait intérêt à se mettre en réseau avec d'autres agglomérations ? Eh bien, on voit que c'est une évidence parce que nous avons besoin, nous par exemple, métropole nantaise, de nous appuyer sur d'autres compétences qui existent dans les agglomérations. Et ça, c'est aujourd'hui une nécessité si on veut, nous, continuer d'être la locomotive du Grand Ouest. Et donc, c'est évidemment essentiel. Et donc, Nantes fait partie, par exemple, des 11 villes françaises qui ont une aptitude métropolitaine, mais nous sommes évidemment aujourd'hui à une taille moyenne au niveau européen. Et donc, nous devons continuer de renforcer nos coopérations pour tout simplement développer notre métropole. 2 exemples concrets. Nantes et Saint-Nazaire sur la question portuaire, premier exemple, mais ça peut être aussi l'exemple entre Nantes et Rennes sur tout ce qui est l'économie, tout ce qui est l'enseignement supérieur et la recherche. Donc l'enjeu, c'est bien de continuer à mettre en réseau nos agglomérations, là aussi pour être plus attractifs. Et puis, on le voit aussi à travers les éléments de déplacement. Aujourd'hui, finalement, ce pôle métropolitain Loire-Bretagne, il a, 2 grandes aires, 2 grandes aires de vie. Une aire de vie qui, forcément, va plus facilement entre Brest et Rennes, et puis une aire de vie qui va plus facilement entre Saint-Nazaire, Nantes et Angers, et voire La Roche-sur-Yon, un peu plus au sud Loire. Et donc, si nous voulons aussi continuer de développer ce pôle métropolitain Loire-Bretagne, nous avons évidemment obligation de travailler sur l'accessibilité, puisque c'est un enjeu si on veut rapprocher ces 2 aires urbaines. Donc, évidemment, notre travail consiste à continuer d'agir sur les différentes priorités que nous sommes fixées. Et en 2015, il y aura finalement 2 grandes priorités. Tout d'abord, la question de l'accessibilité du Grand Ouest. Vous le savez, il y a quelques semaines, nous avons eu un grand débat public sur les lignes nouvelles Ouest, Bretagne, Pays de la Loire, qui consiste évidemment à faire en sorte que nos territoires soient mieux connectés aux liaisons rapides, qu'elles soient nationales et internationales, mais c'était aussi le travail que nous souhaitons faire pour mieux mailler le territoire en liaison ferroviaire entre les différentes agglomérations de ce pôle métropolitain Loire-Bretagne. Nous avons défendu un scénario, celui qui nous paraissait le plus raisonnable au niveau financier et celui qui nous permettait d'atteindre des objectifs par exemple, faire en sorte qu'entre Brest et Paris, nous puissions passer un temps de trajet de 3 heures, et puis aussi faire en sorte qu'il y ait une liaison cadencée et aussi plus rapide entre Nantes et Rennes, avec, là aussi, je le disais tout à l'heure, l'objectif de rendre les territoires accessibles, les agglomérations accessibles entre elles, mais aussi d'être mieux connectés aux liaisons nationales. Et donc,
le débat public s'est clos début janvier. La RFF va nous donner dans quelques semaines, quelques mois, je crois même, peut-être, hein, plutôt à la mi-2015, eh bien, les conclusions, les suites qu'il souhaite donner à ce débat public. Et évidemment, nous nous mobiliserons pour faire en sorte que ce projet puisse continuer d'avancer. C'est un élément essentiel d'attractivité du territoire, mais aussi de liaison à l'intérieur de ce pôle métropolitain Loire-Bretagne. Donc ça sera un des premiers chantiers de 2015. Et puis, le deuxième chantier, c'est la question de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous essayons de mieux coopérer entre les agglomérations. Eh bien, pour les universités, c'est la même chose. Elles ont compris que voilà, pour peser, pour pouvoir développer des formations de qualité, pour aussi être proche du monde de l'entreprise, eh bien, il fallait se regrouper, coopérer, travailler ensemble. Et donc, c'est évidemment le travail qui est fait sur la future communauté d'université et d'établissement Bretagne-Loire. Donc, c'est un chantier qui est lancé avec l'objectif d'obtenir une initiative d'excellence. C'est un projet conséquent. On était encore il y a quelques jours en réunion avec le président de l'Université de Nantes notamment. Et là aussi, eh bien, c'est un élément essentiel pour nous, faire en sorte que nous puissions soutenir la communauté d'universités et d'établissements d'enseignement supérieur pour faire en sorte qu'il y ait un rapprochement, une meilleure coopération, parce que on l'a vu, d'une part avec le nombre d'étudiants présents sur notre territoire et avec la nécessité eh bien, d'avoir des formations de qualité, nous devons mieux coopérer. Donc voilà ce qu'est le pôle, c'est-à-dire un rapprochement, une coopération d'agglomération pour travailler sur des priorités précises qui sont finalement des priorités indispensables pour nous à l'attractivité de notre territoire. Nous ne sommes pas là pour créer forcément une autre structure administrative. Les moyens, on pourra peut-être les présenter tout à l'heure, mais nous souhaitons qu'il y ait finalement peu de moyens à cette structure parce que c'est avant tout une coopération et une collaboration sur des sujets précis. C'est évidemment pour nous essentiel pour l'avenir du territoire. Et je crois à travers finalement ce qui se passe depuis plusieurs années, que tout simplement nous apprenons à mieux nous connaître. D'abord parce que, évidemment, il y a 10 ans, 15 ans, on ne travaillait pas forcément tout le temps avec les élus brestois. Donc, par exemple, il y a cette nécessité de bien se connaître. Mais je peux vous dire que, avec notamment les dernières élections, puisque finalement, il n'y a que le maire et président de Brest qui est resté. Autrement, il y a eu du renouvellement dans les autres agglomérations. Eh bien, je crois que cette culture du travail collectif au service du territoire est pleinement engagée, je le disais, sur des objectifs précis, avec la volonté de ne pas être en concurrence les unes avec les autres. Nous sommes parfois en concurrence, puisque les entreprises peuvent hésiter entre Nantes et Rennes, par exemple. Ça peut être d'autres agglos du pôle métropolitain Loire-Bretagne, mais en se disant que même si, par exemple, une entreprise allait à Rennes, on le voit bien aujourd'hui avec les interactions qui existent, que de toute façon, ça va profiter à l'ensemble du territoire. Et c'est bien l'enjeu de ce pôle métropolitain Loire-Bretagne. Voilà pour les questions d'enjeu. Peut-être je vais laisser Claire Gaudin présenter un peu plus le fonctionnement opérationnel. Merci. Effectivement, je vais prendre le relais sur les aspects plus de fonctionnement. Et avant de rentrer un petit peu dans le détail de l'organisation du pôle, comment ça fonctionne, rappeler en quelques mots quel est l'historique de notre coopération métropolitaine au sein du pôle Loire-Bretagne. Donc, en quelques mots, pour rappeler brièvement que les pôles métropolitains sont l'aboutissement d'un processus de long terme. Ce ne sont pas des créations ex nihilo. Et
la plupart des pôles métropolitains qui sont créés en France, et le pôle métropolitain Loire-Bretagne en témoigne, résultent d'abord de réseaux de villes qui ont été mis en place. Ils sont donc l'aboutissement d'un processus qui est fondé sur des impératifs de coopération horizontale entre collectivités locales pour mieux répondre aux besoins des populations. Donc Fabrice Roussel l'a rappelé tout à l'heure, il y a bien sûr cette idée de réseau de villes, mais aussi étape importante en 2004, le lancement de l'appel à coopération de la DATAR, et en 2010, cette loi RCT qui a permis la création d'une dizaine de pôles métropolitains. J'y reviendrai un peu plus tard. Quel est l'historique de la dynamique métropolitaine? Quelques points d'étape, quelques jalons pour illustrer le fait que cette dynamique s'est nourrie au fur et à mesure des années. Dès les années 90, c'est la coopération qui est amorcée par le réseau des grandes villes de l'Ouest, auquel l'ensemble de nos villes appartenaient, ainsi que Le Mans, qui était à l'époque également associé à cette dynamique. Dès 2000, c'est la première conférence des villes de l'arc atlantique à l'initiative de Rennes, qui a permis de promouvoir le rôle essentiel des villes et des ports de la façade atlantique européenne comme moteur du développement économique, qui a été une étape aussi également importante. 2003-2004, on vient de le dire, c'est l'appel à coopération DATAR et qui a permis effectivement de valoriser le rôle et d'améliorer le rayonnement des métropoles françaises avec le projet d'espace métropolitain Loire-Bretagne qui permet de rassembler les 5 agglomérations dans le format que nous connaissons aujourd'hui. Dès 2005, le projet métropolitain de l'espace Loire-Bretagne est articulé d'ores et déjà autour de 5 champs de coopération. C'est le développement économique et l'innovation, c'est l'enseignement supérieur et la recherche, c'est l'accessibilité du territoire, c'est le maritime et la culture, le tourisme et l'événementiel. Donc comme l'a rappelé tout à l'heure Fabrice Roussel, c'est une dizaine d'années déjà de coopération qui sont mises en marche dès cette époque sur les thématiques qui nous mobilisent encore aujourd'hui. À ce titre, donc, c'est l'expression, ça se traduit par divers éléments, c'est l'expression politique commune et la mobilisation pour porter les grands projets stratégiques pour l'Ouest sur la scène nationale et européenne, donc accessibilité, grand emprunt national, réforme territoriale. Ce sont aussi des contributions communes pour l'élaboration des CPER et des programmes opérationnels régionaux. À 2 reprises, nous avons eu l'occasion de porter ensemble, à l'échelle des 2 régions, des contributions pour faire en sorte que le fait métropolitain se retrouve dans les programmes opérationnels qui rayonnent au sein de nos régions. C'est aussi le livre vert sur les transports urbains de la Commission européenne. C'est également des études qui ont été cofinancées par le Fonds national pour l'aménagement et le développement du territoire, le FNADT, en 2006, afin d'améliorer le positionnement des agglomérations sur le plan national et européen et permettre l'intervention des agglomérations dans le domaine de l'emploi et de l'insertion. C'est l'analyse et la prospective sur le positionnement des 5 agglomérations dans le domaine de l'innovation, des transferts et des technologies et l'évaluation des besoins d'accueil des activités logistiques notamment. C'est la participation commune à des salons nationaux et internationaux pour la promotion économique. Donc à l'époque, ça a démarré notamment par le CIMI, le Salon international du marché de l'immobilier, mais aussi par le MIPIM, l'immobilier d'entreprise, et d'autres sont venus compléter ces premiers salons. Aujourd'hui, nous sommes présents aussi sur les salons Polytech, sur les salons de la SITL pour la logistique. Donc beaucoup de mobilisation et s'il fallait un exemple, je crois que les salons illustrent très bien cette coopération qui est la nôtre avec le Nantes Métropole Développement le rappelait récemment, l'attraction que ça représente et le fait que les visiteurs qui se présentent dans ces salons, le plus souvent, n'ont pas forcément une image, une envie précise de s'installer dans une des villes. Et en général, pour plus de 90% des cas, les visiteurs souhaitent avoir une présentation globale du pôle et des différentes villes pour faire leur choix. Donc ça, c'est vraiment un des exemples qui montre la force de frappe finalement du pôle au service du développement économique.
C'est aussi les partenariats dans le cadre de projets européens comme le CCE sur les entreprises culturelles et créatives ou encore l'Urban Suite plus récemment. En 2009, c'est le lancement d'une collection d'études. Vous avez quelques exemplaires qui étaient sur la table là-bas d'accueil, pilotés par les agences d'urbanisme de l'espace Loire-Bretagne, qui ont permis, sur des volets très différents, comme l'accueil des cadres ou comme l'enseignement supérieur et la recherche. La dernière publication vous intéressera très certainement. Elle est sur le point d'être diffusée sur les liens et richesses redistribuées et partagées qui montrent tout l'intérêt des relations entre nos métropoles et le fait et le rôle moteur que jouent les métropoles pour le développement des territoires et la nécessité dans laquelle elles se trouvent de diffuser et d'entraîner le reste des territoires. Donc cette collection donne l'occasion au pôle 2 fois par an de traiter de sujets très différents. Donc l'année dernière, c'était l'accessibilité voyageurs-marchandises et cette dernière publication que je viens de présenter rapidement. En 2011, les délibérations concordantes des EPCI ont permis d'envisager cette création du pôle et l'adoption de projets de statut. Et 2012, finalement, donc la création du pôle métropolitain avec un arrêté préfectoral de création du 27 juillet suite à la loi de 2010 que j'ai rappelé tout à l'heure. Quels sont les principes politiques de coopération, des principes finalement très souples qui visent à avoir une logique de coopération fonctionnelle entre nous. On s'assemble en vue d'une politique ou d'un bouquet de politiques, ça a été rappelé tout à l'heure, sur les priorités que nous donnons. On verra tout à l'heure la différence qu'il peut y avoir entre des pôles aréolaires ou plus de relations comme celui du pôle métropolitain. Donc parmi ces principes de coopération, tout simplement des logiques de fonctionnement souples, pragmatiques, légers. D'une part, agir dans une logique de projet, de mobilisation collective, de proactivité, c'est-à-dire que dès lors que 2, 3 villes sont à l'initiative et souhaitent se rassembler pour échanger et développer des actions sur un projet, elles le font et le pôle finalement devient un espace de transparence au sein duquel on va pouvoir développer ces sujets et commencer à amorcer une dynamique de coopération sur les sujets choisis. Deuxième thématique, c'est deuxième principe de coopération, c'est l'idée de laisser aux agglomérations la maîtrise d'ouvrage des actions de coopération. On a rappelé tout à l'heure et on y reviendra, l'objectif n'était pas de créer une couche supplémentaire au millefeuille, de rajouter une administration, donc on s'appuie sur les équipes existantes, on s'appuie sur les agglomérations et on laisse la maîtrise d'ouvrage des actions de coopération. Troisième principe, c'est d'inscrire les actions dans un principe de participation à la carte. C'est en lien avec la logique de projet que je viens d'évoquer. Et donc sur la base du volontariat, à l'initiative de parfois 2, 3 agglomérations qui vont prendre la main sur tel ou tel sujet en fonction de leurs compétences ou de leur avancée sur cette thématique. Et puis, c'est décider d'entreprendre une action par délibération concordante de l'ensemble des EPCI membres. Le programme de travail du PMLB, très concrètement, est adopté chaque année et doit, par la suite à l'adoption en comité syndical, être adopté également par l'ensemble des assemblées délibérantes des EPCI membres qui le constituent de façon à valider l'ensemble de ces délibérations. Donc il n'y a pas de raison que ce qu'on traite au niveau du pôle métropolitain soit en dissonance avec les projets stratégiques qui sont adoptés par chacun des EPCI. Et on le verra tout à l'heure, la relation très étroite du pôle avec l'ensemble des agglomérations permet justement de favoriser une bonne coordination entre les différents niveaux d'échelle. Une petite cartographie pour valoriser un petit peu où on en est aujourd'hui de la création des pôles métropolitains. Donc la création du pôle Loire-Bretagne s'inscrit, comme vous le voyez, dans une dynamique nationale. L'engouement pour l'outil pôle métropolitain issu de la loi 2010 ne se dément pas. Il en existe aujourd'hui une dizaine et autant qui sont en cours de structuration. Donc vous avez, pour synthétiser, 2 types de pôles qui existent aujourd'hui. Les pôles aréolaires comme le pôle Nantes-Saint-Lazare, qui sont des pôles qui sont en aire continue sur un format de type Scott, et puis les pôles qu'on qualifie de réticulaires, comme le pôle Loire-Bretagne, qui sont des pôles de coopération de réseaux de villes. Donc ce qu'ils ont tous en commun sont des structures souples qui constituent finalement une scène de dialogue.
Parmi les 10 qui sont actuellement déjà créés, 7 sont issus de coopérations déjà existantes et 3 autres, finalement, ont saisi l'opportunité pour se structurer et élaborer une stratégie, donc l'opportunité de la loi de 2010. Comment est composé le pôle métropolitain Loire-Bretagne? C'est actuellement François Cuyande qui préside le syndicat mixte pour une durée de 2 ans. Ça fait partie aussi des principes de coopération, d'envisager une présidence tournante et de faire en sorte que tous les 2 ans, une des villes du pôle puisse assurer la présidence de ce syndicat mixte. Donc les vice-présidents élus sont les présidents des différentes entités. Donc Christophe Béchu pour Angers-Loire Métropole, Johanna Roland pour Nantes Métropole, Emmanuel Coué pour Rennes Métropole et David Samzin pour la Carène. Donc le comité syndical est composé sur des bases suivantes, 2 sièges par membre et 1 siège par tranche de 1 à 300 000 habitants, ce qui donne des représentations de 4 élus pour Nantes Métropole, 4 pour Rennes, 3 pour Brest, 3 pour Angers et 3 pour Saint-Nazaire. Nous avons choisi, donc nous avons 17 élus titulaires et 17 suppléants, et dans un souci de transparence et de contribuer à un débat nourri, l'ensemble des membres, qu'ils soient titulaires ou suppléants, sont associés à la vie du pôle et à nos différentes réunions de comité syndical. Donc l'organisation et le fonctionnement, je le disais tout à l'heure, c'est des règles de fonctionnement souples et pragmatiques. On va dire que le cœur se situe autour du travail qui est constitué du comité de suivi. On a, donc moi je suis située en bas, c'est mon rôle à moi, j'ai trois types de missions. Un rôle de veille d'abord sur les différentes missions et différents sujets qui ont été évoqués tout à l'heure, les grandes priorités qui sont l'accessibilité et l'enseignement supérieur, mais aussi l'animation de plusieurs groupes de travail autour de l'emploi, autour de la cohésion sociale, de la politique de la ville, autour des plans climat-énergie notamment, autour du groupe de travail culture. Donc un rôle d'animation de ces groupes de travail et d'animation de nos dynamiques au sein des 5 EPCI, et également un rôle de représentation pour justement valoriser et mieux faire connaître les actions que nous pouvons développer. Pour ce faire, donc c'est une structure très petite, une petite cellule, puisque je suis accompagnée d'une assistante à mi-temps et c'est tout en ce qui concerne et qui mobilise une partie du budget du pôle. Et je m'appuie sur des référents métropolitains dans chacune des agglomérations, c'est-à-dire des personnes qui sont à la fois garants d'une cohérence de différentes échelles, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de, je l'ai évoqué tout à l'heure, pas de dissonance entre ce qui peut être mené sur le territoire et les actions qui sont conduites au sein du pôle, et qui sont également les clés d'entrée dans chacune des agglomérations auprès des différents services. Le travail du pôle s'appuie également sur les agences d'urbanisme qui contribuent au travail de prospective avec leurs études, les observations qui sont faites, les différentes contributions et échanges. Elles participent également au comité de suivi. Une fois par an, nous avons un comité stratégique qui réunit les directeurs généraux des services et les directeurs de cabinet de façon à anticiper sur le programme de travail annuel. Donc bien sûr, nous n'oublions pas nos partenaires territoriaux que sont l'État, la région, les CCI, les conseils de développement qui peuvent être associés ponctuellement. On répond aux invitations. On a pour ambition de développer et de multiplier ces partenariats. On va dire que la première année de mise en place du pôle a été une année déjà très riche pour organiser les groupes de travail, organiser les réflexions, publier, contribuer à émettre des avis, et dans un deuxième temps, on va essayer de développer et de nouer de façon plus solide ces partenariats. Donc un bureau, un comité syndical qui se réunit à peu près 3 fois par an et un programme de travail, je le disais tout à l'heure, qui est approuvé annuellement par les conseils communautaires. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce qui relève du fonctionnement du pôle. Nous avons mis en place en 2013 un site internet qui vous permet d'être informé de nos travaux avec un espace ressources et les différentes publications et productions du pôle. Donc n'hésitez pas à vous y référer, et vous avez mon contact pour toute question qui viendrait ultérieurement au débat qui va s'ouvrir maintenant. Voilà.
Merci à vous deux pour ces interventions. On peut les applaudir. On va donc ouvrir le débat. J'ai juste une petite question comme ça pour lancer la première, et puis après, n'hésitez pas, levez la main. Il y a un budget pour ce pôle métropolitain réticulaire, si j'ai bien compris. Voilà, donc oui, c'est un peu un langage barbare, mais c'était une façon de bien situer les choses en préambule du débat. On a un budget de 110 000 euros. Qui est essentiellement des charges de fonctionnement, pas d'investissement. Et à noter que c'est un budget qui est en réduction de 17%. On a choisi de faire un effort et de caler les besoins du pôle, enfin les dépenses du pôle au plus près des besoins. Donc on n'est vraiment pas dans un objectif d'augmentation et d'inflation, mais plutôt de vraiment centrer au plus près des besoins de fonctionnement du pôle. Alors, qui se lance? Bruno. Ensuite, Jean, Renard. Oui, bonsoir, Bruno D, conseiller de développement. J'ai une question très simple, peut-être naïve. Pourquoi Le Mans ne fait pas partie du pôle? On prend une autre question et puis... Oui, deux petites questions. Puisqu'il y a tant de relations, de consensus, de coopération, pourquoi ne va-t-on pas jusqu'à faire des deux régions une seule? Et d'autre part, pourquoi 5 agglomérations et pas 6, pas 7? Lorient passe à la trappe, Quimper passe à la trappe. On regarde que vers le nord. Pour Nantes, on ne regarde pas vers le sud. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, on n'est pas métropole qui veut, mais qui peut. Alors Brest métropole, ça me fait plutôt sourire. En 1964, lors du choix qui avait été cette fois un choix délibéré et scientifiquement correct, Brest, je le rappelle, avait 4 points en 3e division. Rennes était avec 9 points en 2e division et Nantes était en 1re division en 7e rang. Et puis dernière sous-question, je viens de me rendre compte que désormais la métropole Nantes-Saint-Nazaire est coupée en deux et qu'il y a Saint-Nazaire d'un côté et Nantes de l'autre. Je croyais qu'il y avait une seule métropole. Enfin bon. Bon, on va peut-être prendre déjà cette série de questions. Le Mans, alors. On ne se marie pas de force. Voilà. Je pense que c'est... d'ailleurs, ça peut être la réponse à toutes les questions, qui sont posées. Je crois que c'est une démarche tout d'abord volontaire, d'action. Donc, évidemment, vous le savez aussi, des fois j'entends Jean-Claude Boulard qui dit finalement, des fois, je regarde moi plutôt vers Paris que vers l'ouest de la France. Et donc, effectivement, on est dans une logique volontaire. La question a été posée quand il y a eu la création du pôle métropolitain Loire-Bretagne, en disant pourquoi pas La Roche-sur-Yon, par exemple, pour répondre à votre question, au Cholet. Voilà, donc je crois qu'il y a deux réponses. Tout d'abord, la volonté d'avancer par étapes, donc par volonté, et puis ensuite d'avoir aussi des agglomérations d'une certaine taille. Ce qui n'empêche pas que, notamment sur tout le travail qu'on fait au niveau universitaire, notamment des villes comme Lorient sont associées. On était en train de discuter de ça vendredi, et c'était forcément une question qui était posée parce qu'elles accueillent des établissements universitaires. Donc voilà. Donc après, sur la métropole Nantes-Saint-Nazaire, c'est peut-être un raccourci de ma part, bien entendu, mais évidemment, on est dans le pôle métropolitain également, Nantes-Saint-Nazaire, il n'y a pas de souci là-dessus. Puis sur la région des Bretagnes-Pays de la Loire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous savez ce que nous, on en pensait au niveau notamment de la présidente de Nantes Métropole. Donc on était évidemment pour une fusion de la Bretagne et Pays de la Loire. Je peux vous dire aussi que certains élus rennais étaient plutôt favorables à cela, et qu'il n'y a pas eu cette volonté de la région Bretagne de fusionner avec les Pays de la Loire. Ok, oui. Jean-Pierre Payon. Oui. Oui, je... Non, attendez, il y a déjà un micro d'attribué.
Oui, c'est un petit peu sur des problèmes de définition. C'est vrai que pôle et métropole, bon, la métropole c'est déjà un pôle. Et si on regarde les cartes, il est évident qu'il y a un réseau, mais que ce n'est pas un pôle. Il y a une contradiction majeure, y compris quand on veut redistribuer ou faire fonctionner entre les villes. Donc c'est autre chose, c'est-à-dire la notion de pôle métropolitain me semble tout à fait contradictoire. Alors, c'est pas votre travail qui est en cause, mais là, on est vraiment dans du déménagement du territoire. Excusez-moi. Franchement, il y a eu des travaux très importants qui ont été faits sans remonter à Autreux et Rochefort, hein, et véritablement, bon, il y a quelques-uns qui ont suivi des cours de géographie autrefois, et effectivement, oui, mais il y a eu un tas d'études très, très sérieuses, très importantes, avec des réseaux, avec des nombres, ce que vous avez fait, d'ailleurs, le travail est très intéressant, là, vous montrez l'importance de ces pôles, et on voit bien que dans ce réseau urbain, il y a un pôle dominant qui s'est renforcé, qui est Nantes, point. Et d'autre part, alors, on comprend qu'il y ait des contradictions, que les villes ne veulent pas, que certains veulent être élus au sein de conseils régionaux et qui ne veulent pas fusionner. Hein, véritablement, c'est quand même un gros problème, parce que là, on peut faire une analyse un petit peu sérieuse que ce que vous avez fait, et qui permettrait d'arriver à un découpage, une logique où effectivement la région, la fusion des deux régions, et vous avez utilisé le thème de façade ou tout à l'heure de la façade atlantique, de cette région atlantique qui est importante. Il y en a qui le contestent, c'est les Bretons, enfin ce Breton pur et dur là, qui veulent pas entendre parler d'une région de l'Ouest. Attention, or là, on a quelque chose. Breton, hein. On a quelque chose quand même de très important en termes de population, en termes de diversité économique, et je crois que là, on loupe encore véritablement une possibilité d'organisation territoriale très forte. Et je trouve ça très dommage. D'ailleurs, ici je dirais simplement, vous avez qu'à regarder le budget qui est attribué pour ce pôle métropolitain. Excusez-moi, c'est quand même de la rigolade. 110 000 euros, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça pour développer des actions ? Sans vouloir mettre en cause, au contraire, vous êtes très fort. Mais c'est quand même révélateur. C'est-à-dire quand on a un budget de 110 000, on ne peut rien faire, excusez-moi. Ah, voilà, mais le conseil de développement qui a un tout petit budget, plus petit que celui-là, ah oui, il fait beaucoup de choses. Mais oui, mais enfin, il gère pas une région. Non, mais c'est à la fois, comme j'avais dit, j'avais envoyé un petit papier, un billet d'humeur, c'est tout. Mais pas uniquement. Je pense que ça pose des problèmes beaucoup plus sérieux et importants. On a bien compris ton argument. Il y a deux autres interventions. Non, il n'y en a plus qu'une ? Si ? C'était pour poursuivre dans le bal des égaux. Je rappelle que l'Orient, c'est le Drian, donc si on cherche... Dis-le alors. Alors voilà, c'est vrai que le disciple passe après les maîtres, là, donc tout a déjà été posé dès le début. Moi, la question que je voulais poser, il y en a même deux. Au niveau, il y a quelques années, on parlait de l'espace métropolitain Loire-Bretagne. C'est vrai que ça pourrait éviter la confusion, parce que déjà entre... ça serait que moi qui rame pas mal avec... Quand je travaille justement à passer ces idées à travers les publics que je vois, entre Nantes métropole qui devient une métropole alors qu'autrefois Nantes-Saint-Nazaire c'était la métropole d'équilibre qui devient pôle métropolitain. Voilà. Nous ça nous intéresse, on aime bien. C'est vrai qu'au niveau des citoyens c'est peut-être moins percevable. Donc espace métropolitain Loire-Bretagne, bon, c'est peut-être une idée puisque je ne sais pas si au niveau du droit le pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire et le pôle métropolitain Loire-Bretagne ont les mêmes fondements. Et puis également une autre question, j'en avais parlé à Gabriel enfin, Philippe et Gabriel. Est-ce qu'il y a des démarches, de toute façon il y en a, mais comment est-ce qu'on peut travailler aussi de manière bilatérale ? Parce qu'à chaque fois, c'est vrai que quand on parle de l'espace ou du métropolitain Loire-Bretagne ou du pôle métropolitain Loire-Bretagne, on revient toujours quelque part à Nantraine, hein, les anciens frères ennemis, il y a encore des cadavres dans le placard. Donc comment maintenant mettre carte sur table et travailler peut-être aussi en parallèle. Il y a Nantes métropole, Nantraine métropole, hein, voilà. Donc deux questions, comment travailler de manière bilatérale et le nom espace métropolitain peut-être mieux. Est-ce qu'il faut absolument travailler à 5 ou est-ce qu'on peut faire des choses Les deux, quoi. Ouais,
Je vais donner un petit éclairage sur le fait de plus s'appeler espace et de s'appeler pôle. Et pourquoi un pôle alors qu'on est en réseau, on est dans la relation entre les membres. Tout simplement parce que c'est un cadre juridique. Le pôle métropolitain Loire-Bretagne, la même chose que le pôle Nantes-Saint-Nazaire, c'est effectivement la loi de 2010. Très concrètement, c'est l'article 20 de cette loi du 16 décembre 2010 qui a prévu ce format-là. Nous sommes des syndicats mixtes fermés. Donc la réforme territoriale permettra de changer de statut en étant syndicat mixte ouvert et laisser entrer les régions, les départements. Sur certains territoires, c'est les CCI qui sont associés. Toujours est-il que c'est pas parce qu'on s'appelle pôle qu'on en est moins entente, coopération. Il y a d'ailleurs actuellement un pôle qui est en cours de structuration autour de Toulouse qui s'appelle l'entente toulousaine, le dialogue toulousain. Donc dialogue, espace, pôle, après tout, c'est des questions de sémantique, mais l'objectif est le même, c'est effectivement la coopération entre nous et finalement la motivation qui a permis l'émergence de l'espace est la même au sein du pôle. Et peut-être que en tout cas, moi, ça me choque pas tant que ça le fait de s'appeler pôle, parce que finalement, c'est un espace de dialogue entre nous. Et à ce titre, on peut dire que c'est une plateforme de collaboration et que voilà, moi, je trouve pas ça très étranger au terme de pôle finalement. Alors juste oui, pour rebondir, enfin nous effectivement, vous, les géographes et les professionnels, on en mange tous les jours effectivement, mais c'est vrai que le citoyen, il a du mal à comprendre effectivement une fois de plus. Bah voilà, bon, après ça peut évoluer, c'est vrai qu'on respecte le droit, il y a pas de souci, mais bon, c'est vraiment une question de perception au niveau des citoyens notamment. Et puis vraiment, puis la question aussi sur le rapport bilatéral. Mais, moi, je rejoins cette question de perception des citoyens. Je le vis au quotidien. Donc, quand vous parlez aux habitants du pôle métropolitain Loire-Bretagne, ça leur paraît un peu lointain. Je crois que le seul message qu'il faut faire passer, c'est le travail coopération entre nos différentes agglomérations sur les questions quand même essentielles à l'avenir du territoire. Voilà. Et donc, quand on parle, et ça va me permettre de faire le lien sur est-ce qu'on travaille de façon bilatérale, est-ce qu'on travaille à 5, à 2, à 5, quand forcément on pose la question, et pour nous la nécessité d'avoir une liaison rapide entre Nantes et Rennes, eh bien là on est dans le quotidien des habitants, et c'est cette coopération aujourd'hui qui est en jeu. Et donc pour répondre à votre question, je vais prendre ce qu'on a fait ces derniers mois sur ce débat des lignes nouvelles Ouest-Bretagne, Pays de la Loire. On a travaillé à deux, par exemple entre Nantes et Rennes, parce qu'on était forcément les plus intéressés par le fait que, dans les scénarios de ces lignes nouvelles à horizon 20 ou 30 ans, on parle d'une liaison rapide et cadencée entre Nantes et Rennes. Mais on a travaillé à 5, parce qu'on a, nous, élus nantais, défendu la nécessité aussi d'une liaison entre Brest et Paris en 3 heures. Donc on est rentré dans un projet collectif. D'ailleurs, moi j'ai été frappé, puisque j'ai fait plusieurs débats, du fait que finalement cette question-là n'était pas encore toujours perceptible par les citoyens. Alors quand on a fait les débats à Nantes, ça a été la question de la liaison avec l'aéroport, la question de la liaison avec Rennes. Et puis quand j'étais à Rennes, c'était la question de la liaison avec Quimper, avec Nantes, mais on ne parlait pas forcément de Brest. Voilà. Donc on a, nous, cette obligation de montrer qu'il y a un projet commun. Et donc on a su finalement porter de façon exigeante ça aussi. C'est-à-dire qu'on a signé ensemble un cahier d'acteurs où on défendait une vision commune. Même si à l'intérieur de ce projet, on avait forcément des intérêts plutôt sur telle ou telle chose. Voilà, donc c'est ça qui est en jeu. Quand on parle de la communauté d'universités et d'établissements, là aussi, forcément, il y a beaucoup de choses à faire entre Nantes et Rennes, et il y a déjà beaucoup de choses qui s'enclenchent. Mais on parlait de Lorient. Donc on a aussi intérêt à travailler collectivement. Donc on fait les deux. Simplement, on a inscrit des visions bilatérales dans une vision collective. Ça nous paraissait
indispensable si on voulait aussi être crédible, si je prends par exemple la question des liaisons ferroviaires, par rapport aux porteurs du projet. Voilà. Et que les porteurs du projet se disent, face à nous, on a un bloc qui porte une même vision. Michel. Oui, une expression puis une question. Mon expression par rapport aux interventions de mes amis précédemment, la question d'une seule ou deux régions, la question de pôle ou pas pôle, métropole ou pas métropole, je l'ai dit la semaine dernière, c'est à l'occasion de la conférence sur le SCOT, c'est un peu comme la recherche du Graal, on ne le trouvera pas. Et je dirais à mes amis géographes, faut regarder devant. Moi, je crois que ça va dans le bon sens et que dans un monde où on a besoin de coopération, où les gens se regardaient en chien de faïence, moi, j'ai connu des histoires entre Nantes et Rennes, pour les avoir vécues de l'intérieur, c'était pas triste. Sans parler du monde politique, entre la CCI de Nantes et celle de Rennes, il y a encore 15 ans, c'est pas si vieux que ça. Je ne veux pas dire que c'est la guerre, parce qu'on était des gens bien élevés, mais c'était chaud quand même. Donc ça va. On a besoin de ces lieux où des gens se parlent, où des gens construisent des projets. C'est loin des citoyens, c'est vrai. Mais ça les concerne quand même très, 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 très directement. Quant à la métropole Nantes-Saint-Nazaire, je dois dire que c'est une fiction. Elle n'existe pas, la métropole Saint-Nazaire. Elle existe en tant que réalité économique, en tant que réalité en tant que territoire de vie. Mais je rappelle quand même qu'il y a une métropole, enfin une communauté urbaine qui est Nantes et une communauté d'agglomération qui est Saint-Nazaire. Juridiquement, il n'y a pas de métropole Nantes-Saint-Nazaire. Il y a un territoire de vie. Il y a un territoire de vie. Ma question, je voulais poser la question sur c'est quoi les débats, quels ont été les débats sur les grandes liaisons, mais Fabrice Roussel y a répondu en partie, donc je vais changer ma question, même si ce n'est pas directement en débat au pôle métropolitain à ce jour, sur les questions maritimes, entre Brest et Saint-Nazaire, voire Lorient. C'est la nature des débats aujourd'hui, ou des questions qui sont posées en tant que regard prospectif, c'est quoi? Parce que c'est pas très simple non plus. Je dois quand même dire que Brest, c'est un pôle mondial de compétitivité. On n'en a pas tant que ça. Il y en a un à Angers sur le végétal. Il y en a un à Brest sur la mer. Mais Brest et Saint-Nazaire, aujourd'hui, dans le débat du pôle métropolitain, la nature du débat, c'est quoi? Oui, sur la question des enjeux maritimes, c'est vrai que c'est un enjeu qui est sous-jacent parce que le Grand Ouest est sur la façade maritime et que 2 des villes qui sont membres du pôle sont intéressées par ces thématiques. À l'époque de l'espace métropolitain Loire-Bretagne, c'est un sujet qui a été abordé et qui va être réactivé dans notre programme de travail. Donc il est un peu tôt pour vous dire où on en est des débats sur les questions maritimes. C'est un sujet effectivement qui est intéressant partagé par plusieurs d'entre nous et qui fera partie des priorités à venir. Voilà. Juste sur Nantes-Saint-Nazaire, comme je tiens à préciser qu'il y a un schéma de cohérence territoriale. Donc il y a eu un travail collectif quand même pour définir un projet de territoire. Alors forcément avec des territoires différents, évidemment, mais on est en train de réviser là ce schéma de cohérence pour 2017. Et là aussi, finalement, je tiens à dire que tout le travail de coopération qui existe depuis certaines années est vraiment en train de porter ses fruits. C'est-à-dire qu'on voit bien, on a des territoires qui peuvent être différents. La Chapelle-sur-Erdre, c'est pas Lavaux-sur-Loire. Voilà, Saint-Herblain, c'est pas Trignac. Et on voit quand même qu'il y a à la fois une qualité d'écoute entre les élus et une culture commune sur la nécessité d'avoir un projet collectif qui est quand même très très forte. Et je vois bien des sujets comme la consommation d'espaces agricoles et naturels. Je pense qu'on n'aura pas de problème, encore une fois, à trouver un consensus sur ce sujet-là dans le projet et dans le schéma de cohérence territoriale. Voilà, donc on voit bien que tout cela, le fait de travailler ensemble depuis des années, même s'il y a eu pas mal de renouvellements aux dernières élections, ça nous donne quand même un projet collectif. Donc finalement, quand même, je veux dire, une vraie communauté de territoire quand même. Je tiens à le dire. Et que on sent que quand même, là aussi, on se sent lié par les intérêts des autres. Et on se dit que ça a forcément des conséquences pour nous.
Alors, en entendant que d'autres mains se lèvent, moi je vais poser une question. Les régions viennent de conclure leur contrat de plan État-région. Et pour la première fois apparaissent dans ces contrats de plan État-région des contrats métropolitains. Alors, est-ce que demain, il y aura des contrats de pôles métropolitains, qu'ils soient Nantes-Saint-Nazaire ou qu'ils soient réticulaires? Alors, effectivement, on présentera au prochain conseil communautaire un contrat métropolitain, hein, qui est finalement l'engagement de Nantes Métropole et de la région, là aussi sur des sujets, des projets stratégiques. Forcément, la question du développement économique, de l'enseignement supérieur, la question des mobilités, que ce soit les connexions avec les autres agglomérations ou la mobilité au sein de la métropole nantaise. Et puis c'est aussi le soutien affirmé de la région à des projets forcément importants pour le territoire. Je pense au transfert du MIN, je pense au CHU, je pense à la gare notamment. Voilà, donc c'est ça le contrat métropolitain qui est pour l'horizon 2015-2020. Donc je ne pense pas que sous ce mandat-là, il y aura des contrats avec le pôle métropolitain Loire-Bretagne, même si évidemment il y a à l'intérieur de ce contrat, il y a des dossiers qui concernent aussi le pôle métropolitain Loire-Bretagne. Mais je pense que là aussi, il faut avancer par étapes. C'est la reconnaissance par la région, finalement, du fait métropolitain. Alors, M. Pelloquet. Oui, moi, juste une question. Colle bien le micro. Une question qui, moi, m'interpelle à chaque fois quand Fabrice, je t'entends ou j'en entends d'autres, c'est on met 1 600 000 personnes, ils sont où? On les écoute quand? On fait comment? Qui participent? Ça m'impressionne à chaque fois. Là, on met tout un tas de réseaux de gens qui vont faire des réunions, qui vont avoir un tout petit budget. On sait que pour que la démocratie fonctionne, le budget de 110 000 euros, ça paraît... c'est complètement l'antithèse de la démocratie de mon point de vue. Il faut donner des moyens à la démocratie. Mais 1 600 000 personnes, on les entend où et comment? Hormis par la représentation nationale, je partage. Maintenant, on va dire aux gens, faut pas changer les régions, faut pas changer les départements. Et là, maintenant, il faut faire un grand thème. Honnêtement, le citoyen de base, tu lui expliques ça comment, Fabrice? Aujourd'hui, vous savez bien, le dialogue citoyen, il s'organise essentiellement dans les communes. Hein, on le voit bien. Au niveau de la métropole également, puisque à la fois il y a le travail de votre conseil, et puis, vous savez, par exemple, vous avez été aussi au cœur du débat qu'on fait sur la Loire, hein, bien entendu. Mais c'est bien aujourd'hui, toujours aux communes ou aux agglomérations, d'organiser ce débat-là. On ne le fait pas, il n'est pas prévu de le faire au niveau du pôle métropolitain Loire-Bretagne. Donc moi, je pense que le message, il est clair. Hein, c'est de se dire qu'on considère qu'on a besoin de coopérer sur des grands sujets pour l'avenir du territoire. C'est ça la discussion. Après, les sujets, ils sont traités les uns après les autres dans le cadre de certains débats. Je prends le débat sur les lignes nouvelles Ouest-Bretagne, Pays de la Loire. Bon, il y a eu un débat public, il y en aura d'autres, bien entendu, parce que c'est pas pour demain. Et donc ça se traite à ce niveau-là. Voilà, donc moi c'est la réponse que je donne aujourd'hui. On n'est pas là forcément pour organiser des grands débats au niveau de ce pôle métropolitain Loire-Bretagne, et c'est pour ça qu'on insiste aussi sur deux faits. Hein, le fait évidemment qu'on souhaite qu'au niveau des métropoles, il puisse y avoir aussi l'élection au suffrage universel direct. Hein, ça nous paraît important. Et puis, deuxième point, le fait aussi de se dire que sur les travaux du pôle métropolitain Loire-Bretagne, on s'appuie sur les agglomérations. Hein, et donc, ce qui fait qu'on n'a pas forcément une autre structure qui va décider, délibérer, hein, puisque ce sont
derrière les conseils communautaires, conseils d'agglomération, qui délibèrent sur les actions à mettre en œuvre. Ok, oui, Jean. Oui, je voudrais il réagit sur intervenir l'attaque juste contre pour les deux jeux- petites géographes. affirmations. Il y a une loi de hiérarchie urbaine, qu'on le veuille ou non. Et dans l'Ouest, excusez-moi de le rappeler, il n'y a qu'une seule métropole. C'est Nantes. L'estuaire de la Loire, en quelque sorte. La Basse-Loire, comme on disait autrefois. Et qui est très dynamique. Les derniers chiffres de l'INSEE et de l'agence d'urbanisme, là, les dossiers qu'on nous a passés, le montrent. On est passé au niveau des emplois dits métropolitains du 10e rang au 5e rang en 10 ans. Donc il y a une dynamique supérieure aux autres villes voisines. Et dans ce cadre-là, Angers, Rennes et Brest sont des villes relais. Et elles devraient, leur municipalité, leur conseil devraient l'accepter. Et à ce moment-là, on joue dans les grands. Et on peut jouer face à Bordeaux, qui est notre véritable rival. Deuxième question. La commission 21, présidée par Philippe Duron il y a quelque temps, 2 ou 3 ans, a bien dit que l'idée de voies nouvelles dans l'Ouest était une ineptie, pour ne pas dire plus. Et moi, je fiche mon billet aux ingénieurs de la SNCF. S'ils veulent des voies nouvelles dans l'Ouest, ils vont s'amuser. Donc, il vaut peut-être mieux réutiliser ce qui existe. Il y a des lignes déjà qu'on peut moderniser. Ne serait-ce que Rennes, Châteaubriand, Nantes, sous-utilisées. Ou encore la voie par Redon, mais là, c'est peut-être plus délicat compte tenu du relief. Là, il y a un débat public, Jean, qui est en cours. Oui, donc, un débat public, mais le débat oui. public, il est déjà plus ou moins organisé de telle façon que on va à l'encontre de la commission Duron. Enfin, bon. Bon, sur ce sujet-là, il y a eu un débat public. On verra ce qu'RFF en tirera. Ces questions-là, elles ont bien été étudiées dans le cadre du comité de pilotage, bien entendu, puisqu'il y a des scénarios qui s'appuient effectivement sur, globalement, une amélioration des liaisons existantes. Voilà, donc nous, l'enjeu qui se pose par rapport à ce débat-là, c'est qu'est-ce qu'on doit mettre comme argent pour atteindre certains objectifs, et est-ce que finalement il est utile de faire ces investissements-là pour atteindre ces objectifs. C'est bien la question qu'on se pose. On sait très bien, il y a eu ce débat sur Nantes-Rennes, comment est-ce qu'on peut réutiliser des voies existantes. Bon, les études, elles sont peut-être encore imparfaites. On est à 20 ans, le projet c'est 20-30 ans, donc j'imagine qu'on aura le temps de peaufiner tout cela. Mais nous, ce qu'on a porté simplement, c'est de dire, il faut, si on veut être compétitif par rapport à la voiture, finalement, de gare à gare, il faut plutôt être autour de 50 minutes. Voilà. Si on veut faire en sorte, là aussi, qu'il y ait un changement de comportement, il faut plutôt que ça soit des trains toutes les demi-heures aux heures de pointe. Voilà ce qu'on a dit. Voilà. Si demain on nous dit que ça marche par Châteaubriand ou Redon, à la rigueur, c'est pas grave. En tout cas, c'est pas un problème. Voilà. Donc nous on n'est pas. Moi je me considère jamais comme un technicien. Je dis simplement c'est quoi l'enjeu ? L'enjeu c'est le rapprochement de nos deux villes parce que il y a des habitants qui vivent ce rapprochement et aussi il y a nécessité pour nous de se rapprocher si demain on veut continuer à porter une dynamique. Et pour ça, on considère qu'il y a des objectifs qu'on doit atteindre. Donc demain, moi, s'il y a d'autres outils, je suis évidemment preneur. Après, sur la hiérarchie entre les métropoles, bon, là aussi, le terme métropole, il est issu de la loi. Bon, c'est un terme... Bon, est-ce que c'est pas évident. Brest s'appelait Brest Métropole Océane depuis déjà des années. Bon, vous voyez la confusion, alors que c'était pas une métropole au sens de la loi. Enfin bon, c'est forcément tout cela est un petit peu compliqué. Je crois que dans le débat qu'on a, les choses sont sereines. Je crois que Angers, Saint-Nazaire se disent pas qu'elles sont légales de Nantes. Elles se disent pas ça. Elles se disent, qu'est-ce qu'elles se disent ? Elles disent, on a la chance d'avoir une métropole nantaise dynamique. C'est bon pour nous parce que
derrière, il y a des conséquences sur notre territoire. Donc essayons de coopérer ensemble. Et nous, on se dit que sur certains sujets, eh bien, on a intérêt à faire en sorte que Angers et Saint-Nazaire aient des compétences aussi sur leur territoire. C'est ça. Mais on peut voir la rivalité entre Nantes et Rennes, parce qu'elle est plus historique. Mais il n'y a pas aujourd'hui, je vois pas les élus nazériens ou angevins dire non, mais nous, on est beaucoup plus forts que Nantes. Je crois qu'on n'est pas dans cette concurrence aujourd'hui. Gérard. Oui, juste pour détendre un peu l'atmosphère, là, en reparlant du débat citoyen et la chance que le citoyen participe, j'ai essayé de prendre des notes. Je vois ESR, EPCI, PMLB, COMUE, FNADT, CIMI, CIREM, MIPIM, ECCE. Bonjour le suffrage universel, hein. Je pense qu'on peut déjà déposer. Hein. Bon, petit commentaire. On tombe toujours dans ces travers, mais bon. Ouais. André. Oui, André Arbreteau. Que 5 grandes villes de l'ouest de la France travaillent ensemble en réseau pour développer, avoir un maximum de synergie dans leurs actions, essayer d'éviter les incohérences en matière d'aménagement du territoire, se compléter et faire des choses qui en plus renforcent l'attractivité de l'ensemble. Moi, ça ne me choque pas du tout et ça me convient très bien. Ce qui me convient un peu moins bien, c'est que ça s'appelle pôle métropolitain, parce qu'en France, on a le don d'appliquer des mots à tout et n'importe quoi. Donc métropole, c'est appliqué à toutes les sauces. Hein. Et Nantes Métropole vient de se constituer en métropole, ça c'est très bien aussi. Ce que je voulais simplement dire, c'est un peu, il faut voir aussi la réalité des choses et de ce que pratiquent les gens. C'est-à-dire que quand on dit pôle métropolitain Loire-Bretagne, moi, un peu par provocation, je dirais bien au pluriel, pôle métropolitain au pluriel, Loire et Bretagne. Il y en a un breton, contre qui j'ai rien, avec Rennes peut-être comme ville principale, qui travaille avec des villes, appelons, sans choquer personne, satellites, comme Brest, comme Lorient, comme Quimper. Et puis il y a un pôle Loire, que je voudrais souligner dans la réalité des choses, dans ce que les gens pratiquent tous les jours, dans la vie de tous les jours. C'est le grand pôle Loire, que moi j'ai appelé peut-être malhabilement banane bleue, qui va de Saint-Nazaire à Cholet, en passant évidemment par Nantes, en y incluant des satellites comme La Roche-sur-Yon ou Cholet ou d'autres que j'oublie peut-être, et que ça, c'est le pôle métropolitain Loire de chez nous, en étant un peu chauvin, je rejoins un peu aussi Jean Renard, qu'on devrait, sans négliger les autres amis voisins, développer. Le Mans s'est tourné par ailleurs, et je le comprends assez parce que c'est assez compréhensible, mais que ce grand pôle Loire, ou Basse-Loire, même si le mot n'est peut-être pas bon non plus, on devrait s'attacher à le développer pour rendre encore plus attractive la métropole nantaise avec toute cette zone assez large qui travaille avec elle tous les jours et qui vit tous les jours ensemble. Pas de commentaire, c'est... Non mais je l'ai dit tout à l'heure, qui est aujourd'hui... je veux dire, un espace forcément où il y a plus de connexions, de liens entre Rennes et forcément l'ouest de la Bretagne, et puis après un autre espace où il y a forcément plus de relations entre Nantes, Angers, Saint-Nazaire. Effectivement, on peut descendre aujourd'hui jusqu'à La Roche-sur-Yon, Cholet. Hein, et c'est évident. Donc ça, c'est une réalité aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, le trait d'union, c'est évidemment ce qui se passe aussi entre Nantes et Rennes. Et aujourd'hui, c'est pour ça que la question quand même des liaisons et des connexions est essentielle. Aujourd'hui, si on n'a pas autant de liens, c'est qu'il y a aussi des questions de connexion. Hein. Aujourd'hui, bon, vous savez ce qu'il faut déjà pour aller à Rennes en train. On ne parle pas d'aller à Brest en train. Voilà, donc on a aussi cet enjeu-là qui est devant nous, c'est évident. Oui, je voulais... Peut-être juste pour rebondir un petit peu, il y a aussi l'idée que le pôle métropolitain, il n'a pas vocation à se saisir de tout non plus. On choisit de hisser à l'échelle du pôle un certain nombre de sujets qui ont été évoqués tout à l'heure sur l'enseignement supérieur à la recherche, sur l'accessibilité, et ça n'en empêche pas des coopérations nourries qui vont se tisser de façon des relations de proximité naturelles au sein de l'espace Loire, plutôt au sein de la Bretagne d'un autre côté. Voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas contradictoire, des dynamiques locales ou territoriales qui vont se développer par ailleurs. Oui, je voulais dire, dans ce merveilleux accord entre Loire et Bretagne,
Je dis accord, j'ai bien entendu entente, mais c'est un terme qui est dans certains milieux est proscrit, milieu industriel, enfin le milieu des entreprises, ça fait combine. C'est pour ça que je dis accord, mais enfin après tout. C'est une question un réflexe pavlovien. Moi je voulais savoir si dans cet accord, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes serait enfin l'aéroport, s'il sort de terre bien sûr, serait l'aéroport d'Angers, de Rennes et de Nantes, et pas seulement celui de Nantes. En tout cas, c'est l'objectif qui lui a été donné, c'est l'aéroport du Grand Ouest. Voilà, donc c'est ça. C'est ça. L'aéroport du Grand Ouest, ça n'existe pas. Il y a 6 millions d'habitants, voilà, donc qui se situe à une certaine distance de ce projet d'aéroport. Voilà, donc, mais c'est bien ça l'enjeu. Hein. Après, qu'est-ce qui reste comme activité sur Angers, Rennes, ça c'est autre chose, mais c'est quand même bien la capacité à développer des liaisons que de toute façon Angers et Rennes ne peuvent pas faire. Voilà, donc c'est bien en tout cas cette question-là qui est posée et qui a aussi été rappelée d'ailleurs dans le cadre du débat public. Est-ce qu'on peut venir un petit peu sur l'enseignement supérieur et la recherche, puisqu'il y a donc maintenant une communauté d'universités et d'établissements. Alors je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Déjà, ça serait intéressant. Et la question c'est, est-ce que l'objectif c'est d'aboutir à une université unique, fédérative, sur la dimension Bretagne-Loire? Donc effectivement, sur la question de l'enseignement supérieur et de la recherche, ça a été rappelé tout à l'heure, on a mis en place un travail de coordination des politiques publiques menées en matière d'enseignement supérieur et de recherche depuis déjà 2009, donc ça fait plusieurs années qu'on y travaille. Par ailleurs, il y a une démarche qui s'est faite au niveau national dans le cadre du projet de loi Fioraso qui vise à fédérer des grands pôles universitaires pour, là encore, peser plus fort au niveau de faire peser, donner plus de poids à notre système d'enseignement supérieur et de la recherche. Et dans cette dynamique, dans le cadre de cette loi, se sont mis en place des projets de communautés d'universités et d'établissements pour faire en sorte que les universités se regroupent et aient plus de poids au niveau territorial. Donc il se trouve que en Bretagne et en Pays de Loire, ce travail d'association, de fédération est enclenché. Le pôle métropolitain a joué un rôle majeur dans ce sens puisque il a été à l'initiative d'une rencontre qui s'est tenue en février dernier et qui a permis de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs universitaires à la fois de Bretagne et de Pays de la Loire et de faire en sorte qu'un projet commun émerge alors que des positions divergentes s'est exprimée dans l'objectif pour certains de commencer d'abord à se regrouper par territoire, par région, avant de travailler à cette échelle. Cette échelle, elle est pertinente parce que les chiffres le montrent en termes de localisation des chercheurs notamment ou des diplômes qui sont bilocalisés, etc. Il y a un intérêt à travailler ensemble, à être plus fort ensemble. Et c'est dans ce sens que cette communauté d'établissements se met en place, qui vise à, je le disais, à structurer des grands axes de recherche, mais aussi des formations qui seront visibles à l'international. Dans cette dynamique, l'idée aussi de cette structuration autour des universités et des grandes écoles du Grand Ouest, c'est aussi de répondre à l'appel à projet IDEX, des initiatives d'excellence, encore un jargon de sigle, mais les IDEX, les initiatives d'excellence, et qui visent à récupérer là encore des financements pour nos chercheurs, pour nos écoles, pour faire en sorte aussi que derrière, nos formations préparent mieux nos étudiants pour demain, pour les emplois de demain. Donc là, l'idée, c'est aussi d'être plus fort ensemble. Et une des manifestations, une des concrétisations des actions du pôle en ce sens, ce sera un courrier de soutien de l'ensemble des présidents des 5 agglomérations en faveur de ce projet
qui s'appelle UBL+, qui va être déposé demain par l'ensemble des présidents d'université. Donc très concrètement, là, vous parliez tout à l'heure des budgets. Faire une lettre de soutien, c'est pas quelque chose qui coûte de l'argent, c'est de l'énergie, c'est de la volonté politique de nos présidents, de nos élus, de nos responsables politiques, mais c'est pas forcément derrière un besoin c'est pas la question de la hauteur du budget qui change la donne, mais simplement une volonté, la volonté politique, la volonté de travailler ensemble, elle est bien présente. Et je reviens sur ma question. Est-ce qu'au final, tout ça aboutit sur une université unique, fédérative ou... Alors, ça s'appellera l'Université Bretagne-Loire. C'est vrai que là, si on veut détailler effectivement la présentation de ce que ça représente en termes de programmes universitaires, de détails des formations qui seront présentées, c'est vraiment très particulier. Et je pense qu'on aurait toute la soirée pour le faire. Mais effectivement, ça va aboutir à une université commune avec, alors on ne va pas lisser les différences, hein, chaque territoire va avoir une particularité. Brest développe des compétences dans le domaine du maritime par exemple, Angers c'est dans le domaine du végétal. On ne lisse pas les particularités territoriales, mais on essaye de concentrer les moyens de façon à ce qu'on n'ait pas une redondance dans les différents projets et d'avoir une complémentarité et une bonne intelligence des moyens qui sont dispatchés sur le territoire. Michel Romanet. Sur le plan de l'emploi, quelle sera la valeur ajoutée de ce pôle méditerranéen ? Méditerranéen, carrément. Donc l'Ouest est au sud, finalement. C'était une vraie question. Je ne savais pas si l'Ouest était au nord ou au sud, mais là... On l'a évoqué tout à l'heure à travers notre présence sur certains salons. Hein. L'idée, c'est d'avoir une présentation globale du territoire en mettant en avant nos points forts, hein, et en se disant, enfin moi j'ai participé à certains salons, en se disant que finalement des entreprises peuvent être intéressées pour venir dans l'ouest de la France, mais forcément entre Nantes, Rennes, voire Saint-Nazaire, ne savent pas forcément dans quel territoire il vaut mieux s'implanter. Donc c'est ça l'intérêt, c'est de permettre à des entreprises de choisir une ville, mais en montrant aussi tous les atouts qu'il y a dans d'autres agglomérations. On le voit bien d'ailleurs, il y a de plus en plus aujourd'hui d'entreprises qui ont une implantation à Nantes, mais qui ont aussi une implantation à Rennes. Voilà, donc c'est bien cette complémentarité qu'on veut faire sur la question de l'emploi. Et donc c'est pour ça que depuis maintenant un certain nombre d'années, il n'y a plus un stand de Rennes, de Nantes, non, il y a un stand commun des 5 agglomérations, et lorsqu'on présente le territoire, puisqu'on participe aussi à des conférences, on le fait ensemble, hein, en mettant en avant les points forts de chaque agglomération. Non, aujourd'hui, on n'en est pas là. Hein. Et puis, je peux vous dire aussi que les entreprises, elles peuvent venir voir ce qui se passe à Nantes, voir ce qui se passe à Rennes. Des fois, elles peuvent nous mettre en concurrence sur certains éléments, mais globalement, ce sont elles qui choisissent in fine. Donc, je vois pas un discours commun en disant vous, l'entreprise, ça va être Nantes, et puis la prochaine, ça sera Rennes. Donc, je pense pas qu'on en soit là. Henri. Oui, pour revenir sur les programmes enseignement recherche, comment s'articulent les programmes de recherche et de biologie avec le projet CHU à Nantes ? C'est une question qui tue, comme dit Gabriel. Là. Le pôle métropolitain n'a pas réponse à tout. Donc je suppose qu'il y a des travaux entre les labos concernés, mais c'est pas sous le pilotage du pôle métropolitain. Est-ce qu'il y a encore des... Oui, Guilain ? On retombe un peu dans la concurrence et l'aménagement du territoire, mais ça me vient comme ça. C'est vrai que si on vend tout le monde a le potentiel de Nantes et de Rennes, même si je suis persuadé évidemment et que je vais proposer également qu'on travaille là-dessus. C'est vrai que si on vend Nantes 2 heures de Paris et que Rennes sera 1h30 pour les entreprises, enfin pour moi, je suis parisien, il n'y aurait pas photo, hein, mais bon.
Et de Bordeaux sera 2 heures aussi. Aujourd'hui, on voit bien quand on discute avec les entreprises, donc la question de la connexion à Paris est une évidence. Bon, 1h30, 2 heures, ça peut se discuter. Enfin, il vaut mieux forcément, s'ils se disent c'est 1h30, ils auraient le choix, ils préféraient 1h30. C'est évident. La question aussi à l'international est aussi quelque chose d'important. Après, on voit bien, à travers notamment ce que fait Nantes Métropole Développement, que c'est de plus en plus la question des compétences présentes sur le territoire qui pèse beaucoup dans le choix des entreprises. J'étais il y a quelques jours avec une entreprise qui s'est implantée à Nantes, donc déplacement de la région parisienne vers Nantes pour des questions de ressources humaines, on va dire ça comme ça. Et ils avaient prévu de recruter 70 personnes cette année. Ils en ont recruté 150. Ils disent, c'est pas facile de trouver 150 personnes. Voilà. Parce qu'ils forcément, ils sont sur des métiers spécifiques, et donc ils avaient plutôt tablé sur 70. Finalement, ils sont allés plus vite, et donc ils n'y arrivent pas forcément facilement. Donc on voit bien aujourd'hui que c'est beaucoup la question des ressources humaines sur le territoire. Est-ce que je vais pouvoir recruter des personnes formées, qualifiées, qui correspondent au développement de mon entreprise. Donc, mais c'est vrai que la question des connexions est évidemment essentielle. Si nous, on s'est développé ces 25 dernières années, c'est qu'on a été forcément une ville avec le TGV dès cette date-là, et ça nous a permis d'accueillir pas mal d'entreprises. Juste une dernière vacherie. Est-ce que l'évolution de ce pôle, donc tu nous expliques la volonté d'élargir, c'est pour faire évoluer la loi par rapport aux régions, ou c'est simplement pour l'intérêt des 1 600 000 habitants du secteur? Non, on est attentif dans les discussions législatives à faire en sorte que, notamment sur le développement économique, les métropoles aient du poids par rapport aux régions, évidemment. Donc ça c'est pour nous une question importante, un sujet essentiel. Après, on n'a pas, c'est pas la vocation de prendre la place de la région. Hein. On croit par contre à la dynamique entre les régions et les métropoles et les agglomérations. Donc là aussi, c'est ce qu'il faut certainement encore mieux travailler dans les prochaines années. Mais il n'y a pas l'ambition de leur piquer toutes les compétences, où on veut évidemment pouvoir discuter sereinement avec les régions sans être sous tutelle. C'est la question du développement économique, la question de l'enseignement supérieur et de la recherche, évidemment. Moi, je voudrais vous poser une question, mais moyennement sérieuse, parce que c'est pour la fin. Et vous reparlez de l'aréole et du réticule. Parce que les mots ont un sens finalement. Parce que l'idée de Jean Renard, qui est de dire Nantes est la métropole qui compte, et derrière il y a des villes effectivement secondes. Bon, c'est une idée qu'il a défendue, écrit, et que chacun connaît. Mais est-ce que finalement dans les mots, c'est pas ça que vous dites de manière un peu détournée? Parce que si... Alors, on va faire de la sémantique, mais l'aréole, on voit à peu près ce que c'est. Hein. L'aréole, pardon. C'est quelque chose qui se développe autour d'un point central. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui se développe autour de Nantes. Et vous traduisez l'idée que Nantes est quand même le point central. Et le réticulum, en latin, c'était un filet pour tenir les cheveux. Enfin, c'était un filet. C'est-à-dire que c'est un filet dans lequel on prend des choses. Donc, quand vous dites pôle aréolaire, vous finalement, vous intégrez l'idée que c'est Nantes qui est au centre. Et le pôle réticulaire, c'est effectivement l'idée du filet où on attrape tout le monde. Mais c'était juste pour terminer. Moi, je le dis, on a besoin de travailler ensemble. Donc, et on n'a pas... Parce après tout, pour revenir à aux questions du début du débat, à ce moment-là, on aurait pris tout le monde. Hein. Bon, donc ça n'a pas été l'enjeu. Et puis, deuxième point, je lisais il y a quelques semaines une étude sur l'évolution du PIB en France, et notamment par rapport aux régions. Et on voit finalement que si on prend la région du Grand Ouest, les aires urbaines de Nantes et de Rennes
continue de progresser en PIB. Hein. Et l'ouest de la Bretagne, on voit une diminution du PIB. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait eu certains mouvements il y a un peu plus d'un an maintenant. Et donc, je le dis aussi, par rapport à une vision globale du territoire, mais aussi une cohésion de ce territoire, si on ne veut pas que le territoire soit divisé, on a quand même l'obligation de travailler ensemble parce qu'on n'a aucun intérêt quand on est à Nantes, que des territoires autour de Nantes s'appauvrissent, se paupérisent. Parce que derrière, on sait les difficultés que ça va engendrer. On sait aussi que la pression que l'on peut avoir par rapport au fait de capter des emplois et donc d'avoir beaucoup de gens qui veulent venir sur l'agglomération. On sait que les tensions que ça peut provoquer en termes de construction de logements, en termes de déplacement. Donc on n'a aucun intérêt à faire en sorte que ces territoires se paupérisent demain. Et donc c'est bien le travail qui est fait, et pas avec la volonté de se dire tout le monde est dans un groupe, bon voilà, tout le monde, ils sont contents, ils sont là, on les écoute 3 fois par an, hein, et puis après ça va bien. Non, je crois que voilà, c'est un travail qui est long, parce que on le voit bien à la fois pour le citoyen, c'est pas aujourd'hui forcément perceptible, et puis il y a des cultures historique à la fois forcément de territoire, mais aussi de gestion locale, de priorité, qui n'étaient pas forcément les mêmes. Donc ça prend du temps. Vous voyez, on arrive à un pôle métropolitain, quelque chose de structuré, alors que ça fait déjà presque 15 ans qu'on discute. Hein, vous voyez, donc on met du temps et ça prendra encore du temps, mais je crois que c'est essentiel, hein, si on veut quand même essayer de répondre aux besoins des habitants. Et puis ensuite aussi, à terme, si on veut que l'action publique soit la plus efficace possible, et ça nécessite évidemment de l'échange et de la coopération entre nos agglomérations. En tout cas, nous en sommes persuadés. Bien. Merci, on va conclure là. Donc ça nous renvoie aussi, à finalement une audition qu'on avait faite de Nadine Catan, qui à l'époque affirmait assez fortement l'objectif c'est pas de grossir, l'avenir n'est pas à grossir systématiquement, mais plutôt effectivement à animer des réseaux pour les territoires et pour les villes en particulier. En tout cas, merci, parce que comme vous l'avez dit, pour le citoyen, et nous sommes des citoyens peut-être pas tout à fait de base en l'occurrence, mais malgré tout, c'est quand même des montages qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Donc c'était important qu'on ait au moins votre présentation, et le travail va se poursuivre et on aura l'occasion d'en reparler sûrement à l'avenir. Merci encore à vous.